Monsieur Georges Aloula, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Le hasard fait que nous nous rencontrons ici à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui ont fait que vous vous déplacez des États-Unis jusqu'ici? Je suis à Paris depuis quelques jours. Donc, j'ai dit j'avais des contacts à avoir ici à Bruxelles ce matin. Et donc, j'ai conclu ma journée de travail, si je peux dire, et puis je repars. Et il y a eu un discours au Congo. Le président sortant, M. Joseph Kabila, a parlé à la nation. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces discours? En tout cas, je parlerai plutôt des interprétations qui ont été faites de ces discours. Les uns ont vu pas de changement. Les autres ont vu « je suis, je reste ». Et on peut aussi interpréter les silences, c'est-à-dire le respect de la Constitution, avec la surprise que cela peut engendrer en termes de candidat ou pas candidat pour lui-même. Et donc, il faut se préparer à toutes les éventualités. Et vous pensez qu'il aurait pu être plus explicite, il aurait pu s'exprimer davantage? C'était le souhait de tout le monde. C'est un petit peu torturer les gens en ne voulant pas dire ce que vous souhaitiez faire réellement. Ça nous laisse plutôt un devoir où nous sommes contraints chacun à sa manière de pouvoir interpréter les silences. Et vous êtes, il me semble, candidat à la présidentielle. Vous confirmez ou vous infirmez cela? C'est à Kinshasa qu'on va déclarer la candidature à la présidence. On y travaille ici depuis, je dirais, des années pour que ça puisse se concrétiser sur le terrain à Kinshasa. La déclaration officielle va se faire là-bas. Plusieurs candidatures dans la diaspora s'expriment ici et là. Quel est l'atout que ceux de la diaspora ont par rapport à ceux qui vivent au pays? L'atout, c'est d'abord l'éloignement. L'éloignement nous a permis de connaître bien des choses que nous pouvons apporter demain pour amener les pays vers une nouvelle direction. Dans la diaspora, nous vivons dans des démocraties. Donc, si on veut implémenter la démocratie dans nos pays, la justice, l'égalité des droits, etc., cette expérience que nous avons vécue dans la diaspora est un atout qui peut servir à notre pays. Mais à contrario, la plupart des gens qui sont aux affaires ont été aussi dans la diaspora, qu'ils ont vu comment ça évolue ici, mais quand ils vont là-bas, ils font juste le contraire. Je ne vais pas citer des noms, vous en connaissez beaucoup. Quelle garantie est-ce qu'on a que des gens comme vous, quand vous rentrez, vous ne ferez pas comme les autres? Parce que quand Laura est rentré à Kinshasa, on a appelé les Congolais qui vivent à l'étranger les Diassa Diassa, pour un peu se moquer de... Quelle garantie vous avez pour que cela ne colle plus à la peau de ceux qui vivent à l'étranger? Le problème, c'est que beaucoup de ces reproches touchent à la réalité. Qu'est-ce que nous pouvons promettre en étant à l'extérieur et une fois en exercice, on fait tout le contraire? Je crois que l'ambiance générale aujourd'hui au niveau de notre pays, quand il n'y a pas de bons exemples à la tête du pays, le reste ne suit pas. Parce qu'il faut qu'à la tête du pays, qu'on prêche par l'exemple. Lorsqu'on montre l'exemple et qu'on montre les sérieux et la rigueur qu'il faut, les autres vont pouvoir choisir. Cheikh Fita, il faut quand même se dire que la réalité, c'est que quand on arrive avec de bonnes idées, au Congo, il y a des petites phrases du style Yom Torobong Sambokoyo, tu penses que Yom Toro changer Nyoso. Bon, je crois qu'avec ça, beaucoup de gens ont été transformés, c'est peut-être une excuse en utilisant les mots transformés, ont été customisés dans l'ambiance locale. Et cette ambiance de corruption généralisée à laquelle très peu ont pu s'échapper. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se bat bec en ongle pour qu'on utilise la machine à voter. Quelle est votre opinion là-dessus? Tout le monde dit qu'au lieu qu'on appelle ça machine à voter, on appelle ça la machine à tricher. En réalité, c'est vraiment la machine à tricher. Dans des pays, moi je vis aux États-Unis, je vois que l'élection de Trump et Hillary Clinton, les machines électorales, les machines à voter ont été remises en cause. Quand on voit les machines qui sont digitales et électroniques être transportées dans des pousse-pouces,
il faut pas pousser plus loin. Il faut simplement se rendre compte qu'on est en train de créer une situation qui serait difficile à gérer et qui ne peut vraiment pas du tout donner des résultats sur lesquels les gens peuvent, auxquels on peut faire confiance. C'est vraiment, on prend l'assurance pour aller vers le mur avec ces machines à voter. J'espère que ces machines à voter seront retirées de la circulation. La chose à faire, c'est de remettre les imprimantes de la Banque centrale à jour pour que tous les bulletins de vote, au lieu que ce soit imprimés en Afrique du Sud ou ailleurs, la Banque centrale chez nous peut imprimer des monnaies, donc capable d'imprimer tous les bulletins de vote que nous avons besoin au Congo. Ça nous permettra de gagner du temps et de ne pas nous chercher des excuses inutiles. Monsieur Georges Aloula, vous savez qu'en politique, c'est le rapport de force qui compte. Kabila et ses affidés ont décidé d'imposer la machine à voter. L'opposition et les forces du changement ne veulent pas. Comment est-ce que les forces du changement peuvent faire pour avoir gain de cause là-dessus? Nous pensons qu'il est temps aussi de conscientiser la population puisque nous parlons que le peuple doit prendre ses responsabilités. Mais au fil du temps, vous savez, Cheikh Fita, la majorité présidentielle ou les football clubs du Congo qu'ils ont mis en place vont utiliser ces machines à voter pour pouvoir obtenir une prolongation. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils peuvent dire nous sommes incapables d'organiser parce que les machines n'ont pas pu arriver à tel coin, vu que 40% des machines ne sont pas arrivées, nous avons besoin de 5-6 mois encore pour que nous puissions, et à la limite, rejeter la machine à voter au mois de décembre et redemander à ce qu'on on revienne au système de papier. Donc tout ça, j'implore le peu de fibres patriotiques qu'ils peuvent avoir pour qu'on revienne sur un système sur lequel tout le monde est d'accord, peut se mettre d'accord. On a bricolé les élections en 2006 et en 2011. Quelle est la peur de pouvoir recommencer la même exercice? Mais le même exercice va être très difficile cette fois-ci si on va au papier parce que la vigilance est beaucoup plus accrue. Monsieur Joseph Kabila a fait son message sur l'état de la nation, mais en filigrane, beaucoup d'analystes disent que le bilan qu'il a présenté, c'est pour une sorte de ballon d'essai pour montrer aux gens, voilà, j'ai fait quand même quelque chose, je voudrais me représenter. Et si, par mégarde, malgré l'interdiction de la Constitution qui oblige qu'il n'y ait que 2 seuls mandats pour le président, M. Joseph Kabila maintenait sa candidature, quelle devrait être la réaction des hommes politiques et de la population? Je pense que c'est un boycott généralisé de ces élections qu'il faudrait faire parce que le boycott généralisé, c'est vraiment là où nous devons appeler la population de pouvoir prendre ses responsabilités. M. Kabila doit offrir à notre pays des élections sans lui. C'est-à-dire que s'entêter, c'est mettre toute une population contre soi-même. Il y a un jeune qui est parti il n'y a pas longtemps qui a dit « le peuple gagne toujours ». Et partout ailleurs dans le monde, cela s'est avéré être vrai. Nous pensons que la sagesse des dernières minutes pourrait venir pour empêcher ces phénomènes de pouvoir se faire parce que vous ne pouvez pas avoir le monde entier contre vous. Cherchez à avoir le 3e mandat, s'imposer sur une population de 80 millions, sachant que toute l'économie mondiale est aux arrêts à partir du moment où le poumon de l'économie mondiale, qui s'appelle la République démocratique du Congo, est totalement tétanisé. C'est une situation qui devient insoutenable, non pas seulement pour le peuple congolais, mais pour toute la communauté internationale. Une dernière question, Monsieur Georges Aloula. La présidentielle dans notre pays sera à un seul tour. Cela veut dire que celui qui aura le plus de voix gagnera. Si le premier a 30%, il gagne, même si les autres ont 27, 26, etc. Or, il s'est fait qu'il y a une pléthore de candidats chez les forces du changement. Que devriez-vous faire, vous qui êtes des forces du changement, pour que, au cas où il y avait élection et que Kabila se mettait ou mettait un de ses dauphins, qu'il y ait possibilité de gagner, éviter un peu le grand nombre de candidatures qui ferait émietter donc l'électorat?
La première des choses, c'est que comme la majorité présidentielle où aujourd'hui les FCC aiment toucher les textes, la première des choses que les FCC pouvaient prendre comme mesure populaire, c'est d'abroger la loi qui a été mise en place en 2010, qui éliminait les élections à deux tours. Donc il faudrait faire ces cadeaux au peuple congolais. Quand on parle de cadeaux avec un système tel que nous le connaissons, ça peut paraître naïf ou utopique, mais une suggestion, abroger la loi qu'on puisse avoir... Monsieur Georges Alou, là, je vous interromps, ce n'est pas la loi. Ils avaient révisé la Constitution. C'est un article de la Constitution. Or, nous avons des parlementaires qui sont hors mandat. Vous leur donnez ce pouvoir d'aller encore tripatouiller la Constitution? Je crois que la situation dans laquelle je suis totalement d'accord avec vous, la Constitution a été touchée en 2010 par un texte. Il n'y a pas eu de vote. Non, il y a eu un vote au Parlement. Au mois de janvier, il y a eu un vote. Vous vous souviendrez que l'opposition avait sifflé, tout. Il s'était obstiné, mais ça avait été fait de 2 tours à 1 tour. C'est la Constitution. Il pourrait faire la même démarche s'il s'agit d'enlever ce blocage d'élection en un seul tour. Nous allons subir une situation qui... Mais c'est des députés qui sont hors mandat. Oui, mais tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est hors mandat. Je crois que, soyons conscients que... mais jusque-là, ils n'ont pas touché la Constitution. Hein? Le texte constitutionnel, ils ne l'ont pas touché. Vous leur offrez... Qu'est-ce qui dit que, en leur offrant cette balle-là, ils ne vont pas s'engouffrer et aller bouger les autres lois? Je crois qu'on continuera à jouer. Nous allons partir dans une situation inédite dans un pays aussi grand, de faire des élections à un seul tour. Nous allons avoir un président peut-être avec 30% de voix. Je crois que quelque part, ça restera problématique et je pense qu'on vivra l'après-Kabila. Et l'après-Kabila, il y a beaucoup de choses qui vont se tasser, qui vont se mettre en place parce que beaucoup de velléités s'exprimeront et même la population souhaitera que ce genre d'imbroglio soit évité. Avec ce que nous avons vécu, toutes les institutions sont devenues caduques et les gens ont pu survivre pendant 5 ans alors que leurs mandats sont déjà expirés. Donc je crois que c'est une situation dans laquelle nous sommes condamnés à nous confronter. Nous devons être capables de faire des alliances de dernière minute pour que nous puissions être sûrs que les candidats qui ont de la chance de pouvoir gagner, que tout le monde puisse pouvoir les soutenir pour être sûr et certain que le pourcentage, au lieu que ce soit 20-25%, que 40-50% des électeurs s'élancent sur des candidats qui peuvent apporter un réel changement dans notre pays et pas ceux qui ont déjà des bilans négatifs et qui vont acheter des voix de gauche à droite pour se maintenir au pouvoir, ce qui nous donnera les statu quo que le peuple congolais ne peut pas se permettre le luxe de pouvoir acheter. Et un dernier mot? Mon dernier mot, c'est l'espoir. L'espoir que nous, de la diaspora congolaise, nous aurions la chance de venir apporter nos expériences, nos programmes, je dis bien programmes de gouvernement, nos projets, notre crédibilité à l'ensemble du pays pour que ce que nous avons proposé, un très grand programme de développement économique de notre pays pour une démarche d'industrialisation à outrance de tous les secteurs miniers de notre pays et qui a été, je dirais, accepté et qui justifie le pourquoi mon parti unique, Mouvement de l'unité congolaise, unité nationale et intégrité du Congo, a été invité au siège au sein du Parlement européen pour présenter cette vision. C'est cette vision-là que nous souhaitons avoir la chance de pouvoir venir présenter au peuple congolais pour montrer comment nous avons rêvé d'un lendemain meilleur pour tous nos enfants, pour toutes nos femmes, pour tout notre pays, pour toutes les forces vives de ces grands pays qui est condamné aujourd'hui comme dans un coma. Et nous sommes conscients que l'avenir de notre pays va être prospère et radieux parce que nous allons amener toutes les intelligences que la diaspora a accumulées et surtout nos enfants qui pourront, comme on les a vus à la Coupe du Monde, ce sont des enfants que nous avons, notre génération a mis ces champions au monde et ils sont prêts à venir relever les défis du développement du Congo, de la RDC et de l'Afrique de demain.
Avec près de 2 milliards d'âmes, nous allons faire la concurrence à la Chine et à l'Inde, mais tout va partir de la RDC à cause de tout ce que nous avons comme ressources et que nous avons appris comment pouvoir les transformer. Monsieur Georges Aloula, l'info en ligne de Congolais de Belgique vous remercie. Je vous félicite et je vous remercie pour tous ces travaux et toutes ces longues années d'abnégation qui vous ont amené, honorable Cheikh Fita, à donner des vôtres, à nous donner une vitrine ici à Bruxelles. Avec tous mes respects, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Okay.